Bonjour, merci d'être là. René Jacques m'a demandé d'introduire la conférence de François Champsaur, puisque, comme vous le savez, nous avons ouvert Camondo Méditerranée, et qu'à ce titre, et parce qu'il y a une vraie résonance entre notre délocalisation partielle dans le sud et le travail de François, il y a une résonance qui est assez manifeste, vous le verrez, dans le travail qu'il va vous présenter aujourd'hui. Et aussi parce que, enfin, entre autres choses, François a été le président du jury de ce 4e Design Parade Toulon, donc Toulon où nous sommes installés, avec une très belle exposition de son travail dont il va, je pense, nous parler. Je pense que sur le programme, vous avez le mot d'utopie frugale, et ça donne un peu le ton du travail, enfin, je dis récent, mais bon, depuis quelques années, avec un engagement assez fondamental sur les questions on va dire, de l'éco-responsabilité au sens large, qui veut dire les matériaux, le local, l'impact économique et écologique de toute sa création. Donc une réflexion nouvelle. Alors François, je pense, était formé d'abord aux Beaux-Arts de Marseille, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Son agence est à Paris. Il a réalisé beaucoup de projets, d'hôtels entre autres, et de résidences privées. Mais je pense depuis quelques années, entame un virage, enfin, continue évidemment à produire des projets, mais avec une réflexion sur l'impact environnemental très forte, qui l'amène à reconsidérer son travail de créateur. Voilà, et je lui laisse la parole. Il nous amène en plus quelques images pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Toulon voir l'exposition, donc Design Parade Toulon, de découvrir ce travail-là, et bien sûr toutes les idées qui sont derrière ces utopies, enfin cette utopie frugale, la paresse créative et autres belles idées. Voilà, merci François. Merci pour l'introduction. Je vais un peu me présenter. Enfin, effectivement, tout ce que tu as dit est juste. Déjà, en fait, si ça vous dit de poser des questions pendant qu'on échange, ça me va, je préfère, quoi. Voilà, si vous avez, quoi. Mais en fait, effectivement, ça fait peut-être 25 ans que je fais ce métier. Et puis, parallèlement à ce métier, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe sur la planète, de part aussi peut-être ma culture méditerranéenne, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins toujours vécu près de la nature, à part en étant à Paris, quoi, effectivement. Mais, et à un moment donné, on a vu les choses un peu basculer, et ça s'est accéléré ces derniers temps, quoi. Et donc, je me disais, comment on peut faire le métier que je fais et se dire, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Être un peu les bras ballants par rapport aux changements qui sont en train de se passer et qui s'accélèrent de jour en jour, de mois en mois, quoi. Et donc, à un moment donné, au lieu d'être stressé et angoissé par rapport à ça, et puis avoir une espèce de faire le grand écart, bon, déjà, j'ai essayé de vraiment me renseigner par rapport à ça, de lire beaucoup de choses sur l'écologie, sur la planète, sur le social, sur le politique. En fait, tout se rejoint un tout petit peu. Et après, les idées sont plus claires. Alors, on passe par des périodes un peu de dépression, parce que c'est assez difficile de voir certaines choses. Et puis après, j'ai une sorte d'espoir en me disant qu'est-ce qui fonctionne, en fait, et pourquoi il y a des gens qui font des choses qui sont en lien avec la Terre, qui sont en lien avec le renouveau, qui sont en lien avec la modernité, et pourquoi ça fonctionne. Alors, je parlais en particulier
de tous ceux qui travaillent la terre, c'est-à-dire Damien Roger est là aussi pour en parler, mais tous ceux qui font de l'agriculture biologique, tous ceux qui font de la permaculture aujourd'hui, qui est encore un stade plus avancé, tous ceux qui font du vin nature. Et je me suis aperçu que ces gens-là, ils étaient tout seuls dans leur petit coin, qu'ils avaient des toutes petites parcelles, qu'ils étaient en accord total avec la nature et qu'ils arrivaient à réinventer plein de choses par rapport au savoir du vin, mais à la fois qu'ils arrivaient presque à mettre leur identité dedans, à mettre l'identité de leur terre. Et j'ai des gens qui ont le sourire et qui sont hyper positifs. Et leurs vins ont une énergie absolument incroyable et résonnent dans la planète entière. Et ces gens-là qui sont tout petits ont réussi à ringardiser, mais vraiment ringardiser, les grands noms du vin, notamment les Bordelais, qui sont les seigneurs absolus depuis plus de 600 ans. Donc, qui aurait pu imaginer ça? Je me suis dit, la force, elle est absolument incroyable. Et donc, s'ils ont une force, c'est pas parce que c'est moderne, c'est pas parce que c'est nouveau, c'est, je pense, parce qu'ils sont connectés avec la nature, mais connectés au sens... connectés au sens spirituel et connectés au sens énergie, quoi. C'est-à-dire que l'énergie, elle est tellement forte que ils arrivent à la transmettre dans leur vin, dans leur matière, et ça se sent quand on le boit. On n'a pas besoin d'être connaisseur pour comprendre qu'il se passe quelque chose, quoi. Et donc, c'est une révolution, c'est vraiment une révolution. Et donc, en partant de là, je me suis dit, effectivement, notre métier est totalement ringard, quoi. Désolé de vous le dire, mais on est complètement à côté de la plaque. Il vaut mieux arrêter les études tout de suite. Non, en fait, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? C'est-à-dire que, en fait, et parallèlement à ça, j'avais la réflexion de me dire, quand je faisais mes études, quand j'ai commencé, le design me passionnait, l'architecture aussi, et il y avait beaucoup, mais les gens qui m'intéressaient à l'époque, c'était plutôt les Italiens, c'était Sozza, c'était Mandini, c'était Andrea Branzi, c'était toute cette époque-là, qui étaient un peu des gens qui étaient un peu dans la contre-culture, qui étaient un peu des contestataires, qui avaient une vision politique des choses, quoi, qui n'étaient pas dans le courant de pensée mainstream, comme on dit, quoi. Donc, je me dis, mais notre métier a basculé, quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Pourquoi? Alors, il y a plein de métiers dans notre métier, quoi, effectivement, mais grosso modo, pourquoi, à un moment donné, on était dans un courant de pensée, ou peut-être c'était certains, j'ai peut-être idéalisé le truc, mais en tout cas, pourquoi il y avait des gens qui étaient dans la résistance, dans la contre-culture, qui se posaient des questions politiques, sociales et tout ça, et pourquoi nous, aujourd'hui, on est juste... on décore des appartements de riches, on décore des halls d'entrée d'immeubles de sociétés inintéressantes qui polluent la planète, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on est les bons soldats de ce monde capitaliste qui détruit tout, ok, pourquoi pas, mais il faut en être conscient, quoi. Et moi, je suis mal à l'aise là-dedans, quoi. Alors, je peux dire que j'essaye d'éduquer mes clients, je refuse les villas, par exemple, qui sont près de la Méditerranée, qui est vraiment l'endroit où je suis né, auquel je tiens, qui mettent de la clim, parce que je sais très bien qu'on peut faire des maisons là-bas qui n'ont pas de climatisation, parce qu'on met des petites fenêtres, on n'ouvre pas trop sur l'extérieur, il y a un arbre devant, l'arbre protège, perce feuilles l'hiver, il y a tout un tas de techniques pour... Mais ça, c'est des micro-choses, donc on peut initier des petites réflexions par rapport au client, on peut l'inviter à être plus... plus raisonnable, parce que tu disais tout à l'heure, c'est comme la culture raisonnée, quoi. Enfin, je pense pas qu'on est dans une période raisonnable, quoi. Donc, est-ce qu'il faut être raisonnable dans une période qui est pas raisonnable, quoi? Moi, c'est la question que je me suis posée, quoi. De là à être un activiste, non. Donc, enfin, pourquoi pas? Il y en a qui le sont, très bien. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui va pas là-dedans, et qu'est-ce qui me plairait de faire? Et en fait, je me suis dit, je pense qu'on a un pouvoir qui est le pouvoir de la création. Et puis, dans le pouvoir de la création, le pouvoir de la réflexion. Et si on met sur la table de réflexion, quand on réfléchit à un projet, si on met tous ces problèmes-là, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour ça, parce que l'homme est suffisamment intelligent
pour trouver des idées, pour trouver des solutions. Et nous, on a la possibilité par rapport à la création, par rapport à l'imaginaire, justement d'imaginer d'un monde meilleur, d'imaginer des possibles qui ne sont pas dans la destruction totale de la planète, qui ne sont pas dans l'éradication de la biodiversité, et qui ne sont pas dans on transporte des marchandises d'un bout à l'autre de la planète sans arrêt, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. En fait, on a un pouvoir, mais on ne le sait pas. Mais on le met de côté et on sert le pouvoir d'autres qui veulent bien détruire la planète. Et nous, on est là pour amuser un peu la galerie. En fait, je pense qu'on a un pouvoir qui est beaucoup plus intéressant que ça, beaucoup plus fort que ça. Et je pense qu'il faut le mettre à l'œuvre. Je pense que vous êtes la génération qui est tout à fait concernée par ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous en apercevoir. Nous, on a une génération un peu plus perdue, quoiqu'il y a des gens qui sont intéressants aussi dans cette génération-là, mais on est né dans les années, dans ce qu'ils appelaient les 30 glorieuses. Donc c'était la croissance. En fait, c'est très compliqué aujourd'hui de se situer parce qu'en fait, on vient, en plus pour notre génération à nous, parce qu'en fait, la croissance est liée avec le progrès. Et alors, toute personne qui conteste le progrès, c'est presque un tabou absolu. Contester le progrès, c'est carrément une faute majeure, quoi. Ça mériterait presque le goulag si c'était possible, quoi. Donc en fait c'est ça la question, quoi. Dès qu'on dit attention, ah oui, mais alors tu es contre le progrès, on va revenir à l'âge de pierre, tout ça. Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui on a un tournant. On doit inventer un monde de demain, mais et comment on peut le faire, quoi. Voilà. Il n'y a pas forcément toutes les solutions, mais je pense que toutes les solutions sont dans le futur, sont dans la création. Et nous, on a un pouvoir, en plus de la création, on a un pouvoir poétique, c'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire, on peut inventer des nouvelles façons de vivre, mais tout en racontant ça à travers l'esthétique et la poésie, quoi. Donc en fait, on a un pouvoir majeur. On a un pouvoir majeur qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise à d'autres fins. Mais en fait, je pense qu'il faut... ah oui, ça c'est important aussi. Je pense que moi, dans cette réflexion que j'ai eue, et je vous conseille, c'est il ne faut pas être dans la culpabilité, surtout. Ce qui est fait a été fait. On est tous co-responsables de ce qui s'est passé, à différents degrés. Vous l'êtes moins que nos générations, mais on participe, on consomme, on continue à consommer. Voilà. Mais il ne faut pas se culpabiliser. Il faut dire maintenant comment on peut faire. Comment on peut faire pour faire différemment et tout ça, quoi. Alors moi, j'aime bien... un écologiste qui a un peu vulgarisé en France et qui a fait connaître et qui est de cette mouvance un peu positive des choses, qui est Cyril Dion, qui a fait pas mal de films, qui a fait des écrits. Et lui, il dit, en fait, on est allé sur la Lune parce qu'il y a eu des gens qui ont raconté des histoires, il y a eu Méliès, on a imaginé d'aller sur la Lune, et c'est parce qu'on a fait du récit que l'imaginaire de l'homme s'est fixé sur ce potentiel-là, et il est allé sur la Lune. Ça n'a aucun intérêt scientifique, ça n'a pas avancé du tout, rien du tout au niveau de l'humanité, mais bon, c'était un rêve qui a été imaginé à un moment donné. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qu'il dit lui, c'est-à-dire qu'on manque de récits aujourd'hui. On manque de récits positifs sur ce qui va se passer dans le futur. Les récits positifs, c'est la littérature, c'est la peinture, et c'est aussi nos métiers, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire qui vont donner envie? Parce qu'en fait, quand on regarde, et là c'était très intéressant à Toulon, parce que en même temps que la Villa Noailles, donc à l'évêché, dont je vais vous parler, qui est un exercice que j'ai fait, qui n'est pas une valeur absolue, qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais qui est juste un exercice que je me suis fixé moi pour pouvoir me dire comment je peux moi évoluer, quoi. Parce qu'en fait, il faut déjà évoluer soi-même pour pouvoir imaginer, pouvoir parler aux autres et pouvoir raconter une histoire. Donc, ce qui était intéressant à Toulon, c'est qu'il y avait le Centre Pompidou qui est venu, donc le gros mastodonte, Centre Pompidou, un nom prestigieux, et qui est venu avec toute une collection de sièges, et notamment des sièges des années 70, gonflables et tout ça. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'était flagrant là, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les années 70, justement, d'où viennent un peu tous les théoriciens italiens, tout ça, c'était quand même... Ils avaient une vision du futur qui était vachement intéressante, enfin qui était pas intéressante, qui était gaie, qui était positive, qui était hyper constructive.
Donc comment ça se fait qu'en les années 70, on avait une vision du futur à 30 ans, 40 ans, qui était imaginaire, hein, on voyait les années 2000, c'était un peu bizarre, hein, mais il y a des trucs qui seront réalisés et pas. En tout cas, ils avaient une vision positive des choses. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on est tétanisés par le futur? On est totalement tétanisés, on voit rien. On a envie de rien voir, quoi. On est tétanisé dans le présent, et on est tellement tétanisé dans le présent qu'on regarde le passé, quoi. On se tourne dans le passé, donc c'est vraiment très mauvaise époque, là. Enfin, très mauvaise époque, pas si mauvaise époque que ça, puisque là, on va rentrer dans un cycle de changement incroyable, et donc vous avez intérêt d'y participer, moi je trouve. Vous avez intérêt d'être partie prenante, et vous avez intérêt de ne pas mourir avec l'ancien monde. Moi, je pense que l'ancien monde va mourir, pour un certain nombre de raisons. Et que le nouveau, il n'est pas encore fait, quoi. Et il y a et ceux qui sont les plus aux avant-gardes, c'est ceux qui sont déjà connectés avec la nature, avec la terre et tout ça, quoi. Pourquoi je pense qu'il va disparaître? Parce que il est allé au bout. Et si c'était un système périn, c'est-à-dire un système qui est stable et qui peut durer dans le temps, il ne créerait pas les désordres qu'il crée aujourd'hui, c'est-à-dire il crée la destruction des ressources, la destruction des savoirs, la destruction des personnes, il a tellement pollué que le changement climatique fait que ça va forcément ça va créer une chaîne de changements, enfin de bouleversements qui vont être immaîtrisables, quoi. Et surtout, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est emparé de tous les besoins fondamentaux qu'on a pour les rendre industriels, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, l'architecture aussi, le design est devenu industriel. C'est pour ça que moi je pense que la grande force aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est se relocaliser, être petit, être dans l'artisanat et être plus près de la terre. Tous ceux qui seront plus petits, seront plus résilients. Résilient, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ça va secouer, on sera plus apte à changer, quoi, à s'adapter, quoi. Voilà. Y a un truc qui dit, et qui est assez terrible quand on voit ça, on est à 5 repas du monde sauvage. Alors, c'est un peu bizarre comme phrase, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Paris, si à un moment donné, les conditions climatiques sont telles que le pétrole ne peut plus arriver, les transports ne peuvent plus se faire, si les transports ne peuvent plus se faire, l'alimentation ne peut plus arriver dans les grandes villes comme ici. Donc on a autour de nous 5 repas, c'est-à-dire que vous en avez 2 chez vous, ou 1,5. Enfin, qu'en étudiant, on en a 0. Mais bon, pas très loin, des copains, tout ça. Il y a l'épicerie du coin, tout ça, les restaurants, tout ça. Il reste 5 repas. Donc peut-être que vous avez fait un peu des provisions, il y en a 5 ou 6. C'est ce que je vous dis, attendez, c'est pas pour vous affoler, hein. Moi, je pense que c'est positif, ça. C'est positif parce que ce changement-là, il est obligatoire. Donc on a 5 repas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a consommé ces 5 repas, on va se mettre en chasse de trouver de la nourriture. Donc on retombe dans le monde sauvage, quoi. C'est pour ça que cette phrase-là, quoi. Ça fait un peu flipper, mais quand on y réfléchit bien, moi je me suis dit, ben non, c'est pas possible, il y a quand même pas mal de restaurants, c'est bon, j'ai une carte bleue, je vais pas y aller. Mais non, en fait, ils sont approvisionnés comme les autres, et il y en a qui feront un peu plus, qui garderont un peu plus des pâtes et du riz et tout ça, mais en fait, moi je pense pas que l'effondrement va arriver d'un coup, je pense que ça va se faire par petits bouts, et qu'il ne faut pas attendre que ça soit complètement changé. En fait, on doit créer un nouveau monde. En fait, il ne faut pas chercher de sauver l'ancien monde, il faut créer un nouveau monde. C'est exactement ce qu'ont fait les gens dans le vin nature, et je vais essayer d'être positif là. C'est exactement ce qu'ont fait les gens dans le vin nature, dans l'agriculture biologique, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se sont pas dit, on va changer. Les gens qui ont commencé à faire du vin nature, c'est marrant, ils ne sont pas allés voir les grands Bordeaux en leur disant, écoutez, vous n'avez pas du tout ce que vous faites, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut arrêter de mettre des pesticides, de la chimie. Il y a 63 intrants autorisés dans le vin en France. Ça paraît dingue, hein, mais c'est quand même ça. En plus du raisin, je parle, parce que le vin, c'est quand même du raisin. Donc, on a autorisé des folies comme ça, quoi. Des folies qui se sont retournées contre nous-mêmes, quoi. C'est un truc de fou, voilà. Donc, les gens qui ont fait du vin nature, qui avaient cette ambition-là, cette idée-là, ils ne sont pas allés voir des gens qui faisaient les grosses machines du Bordeaux pour leur dire, écoutez, vous faites tout mal, on va vous expliquer quoi faire. Bah, les autres, ils auraient dit, mais écoutez, qui vous êtes-vous, cette espèce de vieux baba, hippie, allez regarder la lune, faites autre chose, quoi, allez fumer vos joints. Non, ils ont construit, ils ont fait des choses, ils sont intéressés à ce qu'ils faisaient, ils sont allés vraiment jusqu'au bout du truc, ils sont aperçus. On le sait que la Lune, elle a une influence sur les marées,
donc sur la sève, donc sur la montée du vin, donc si on coupe à telle époque, tout ça. Donc ils ont fait des choses en accord avec la lune et la nature, et ils ont réfléchi comment faire des vins qui ont moins de sucre dedans. Donc ils l'ont ramassé à une certaine époque, parce que plus ça chauffe, en fait, plus il y a du sucre, donc plus ça fait d'alcool. Et en fait, donc ils ont réfléchi pour faire des vins avec moins d'alcool, qui soient plus faciles à boire. Donc ils font des plus petites macérations, qui laissent leur raisin moins longtemps stagner. Ils l'évacuent avant. Ils ont inventé des nouvelles techniques, et puis parce que c'est pas des vins stables, donc en fait ils ont essayé de stabiliser les vins. Ils ont mis du gaz carbonique. Ils ont fait tout un tas d'essais. Au début, c'était pas toujours concluant. Et puis ils ont réussi à faire un jus vraiment de raisin qui a une énergie pure, qui est simple, qui a aucun intrant, qui a rien du tout. Et bizarrement, ce jus de raisin qui devient de l'alcool, comme on faisait en fait avant, eh ben, il a une énergie de fou. Et donc, il a une énergie de fou. Et tous ces petits vignobles, ces petits gens sans argent qui ont récupéré des petites parcelles, ont changé l'histoire du vin, sont en train de changer. C'est-à-dire que même maintenant, dans les gastros, on dit il y a des gens qui veulent plus de Bordeaux, quoi. Et le Bordeaux, ça devient comment dire, le vin de table presque dans les petits bars, quoi. Mais je vais arrêter de taper sur les Bordeaux. Mais en fait, l'idée, c'est de dire comment des tout petits, il y a des Bordelais dans la salle, mais comment des tout petits peuvent influencer, mais enfin, peuvent basculer le cours de l'histoire. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est seul, qu'on pense qu'on a une pensée isolée, qu'on peut pas changer les choses. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Et puis, eux ont la terre et le raisin. Et nous, qu'est-ce qu'on a, quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a la matière, on a la pensée, et on a la responsabilité, ou on se donne la responsabilité de se dire comment on va faire pour les prochaines années, comment on va faire pour faire évoluer les choses, voilà. Alors je pense qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette. Moi, je pense juste qu'il faut faire de la recherche, vous êtes à l'école, vous êtes dans cette période-là, vous ne pouvez pas le nier. Et donc, je pense qu'il faut faire de l'expérimentation et de la recherche, parce que quand on cherche, avec certaines données, on trouve, quoi. On échoue, on recherche, on échoue, et on trouve. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez trouver quelque chose qui va donner de l'espoir, qui va dire à certains, mais tiens, waouh, c'est incroyable, parce qu'en fait, vous avez les données de l'époque, vous êtes l'époque, donc vous avez les données de l'époque. Je pense qu'il faut mettre tout ça dans votre matière à infuser, quoi. Enfin, moi, je pense. Hein, voilà. Alors, je vais vous montrer quelques images. Mince, ça s'est arrêté. Ah, c'est bon, ça y est. Je vais vous montrer quelques images de l'expo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre Blanc de la Villa Noailles m'a appelé pour être président cette année de ce festival-là. Et je me suis dit, et moi j'étais en pleine réflexion, la réflexion que je vous dis là. Donc je me suis dit, attends, c'est pas rien, si ça arrive, c'est pas rien. Je vais pas montrer mon travail que j'ai fait depuis un moment et montrer que je sais faire ceci, cela, que je suis fort là-dedans et tout. Parce qu'en fait, la nouvelle position de l'homme par rapport à la nature, et que les écologistes le savent très bien, il faut remplacer l'ego par l'éco, c'est-à-dire que l'ego, il est au centre d'un monde naturel entouré d'animaux et tout ça. L'homme est au milieu, est central, et dans l'écologie, l'homme fait partie de ce cercle-là. Il fait un parmi d'autres, il n'est pas supérieur, il n'est pas au-dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, si cette expo arrive maintenant, c'est que je dois pousser cette réflexion-là. Et comme on m'a demandé de choisir des candidats qui se sont proposés pour participer au concours, on en a eu à peu près 200. On en a ensuite sélectionné 60. Et puis après, il a fallu en choisir 10. C'est jamais très évident. Mais moi, je voulais qu'ils mettent dans le thème de la Villa Noailles cette année cette donnée-là. C'est-à-dire comment on peut construire le monde de demain. En fait, ils ne voulaient pas. Bon. Pour moi, c'était un peu dommage pour moi au départ, parce qu'en plus, je voulais faire venir des écologistes, vraiment, qui sont en dehors du métier, parce que notre métier, il manque de gens qui pensent à ça.
qui pense ça et qui le vit, qui ne prend pas que le penser, qui c'est pas une donnée parmi d'autres, qui sont vraiment inspirés, qui travaillent là-dessus. Et donc, j'avais plutôt des vignerons ou des écologistes là-dedans, mais pas tellement des archis d'intérieur. La Villa Noailles n'a pas voulu mettre ça. Mais en fait, c'est pas très grave, parce que je me suis aperçu qu'en regardant les dossiers, qu'en regardant les candidats, le travail qui avait été fait, en fait, beaucoup d'entre vous ont déjà ces données fondamentales dans la tête, quoi. En fait, je veux dire un truc, ça c'est très important, en fait, c'est ce que je voulais dire aussi. En fait, on est angoissé avec ce sujet-là jusqu'au jour où on le traite. Quand on commence à le traiter, il n'y a plus d'angoisse, parce qu'on agit. Voilà, ça, c'est fondamental, ce que je vous dis là. Il faut le traiter, il faut dire qu'est-ce que je peux faire, voilà. Pas, bon, les déchets, tout ça, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire, mais d'où, dans votre métier à vous, c'est-à-dire que ça ne soit pas séparé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut inventer, quoi. Y a plein de nouvelles matières issues de la nature. Voilà, il faut sortir du monde thermo-industriel qu'on a vécu, c'est-à-dire du pétrole et du plastique, et se reconcentrer, c'est-à-dire que tout ce qu'on doit fabriquer doit pouvoir se remettre dans la nature et se dissoudre dans la nature, quitte à réalimenter la nature en nutriments, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper intéressant, parce que la nature, c'est un cycle absolu, infini, incroyable, d'une complexité dingue, et qu'on n'a même pas fini de comprendre. Et on découvre des trucs tout le temps. C'est absolument fou. Et alors, il y a beaucoup on laisse les découvertes aux scientifiques. Et là, maintenant, on commence à comprendre que nous, les créateurs, on peut arriver dans cette réflexion-là. Et on a l'intuition, nous. On a l'intuition. C'est-à-dire qu'on a un truc que les scientifiques n'ont pas. On a l'intuition. On a l'intuition de ce qu'il faut faire. Et ça, ce truc-là, ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or. Vous avez de l'or entre les mains, dans la tête, et il faut s'en servir, quoi. Maintenant, il y a des fondations comme la Fondation Luma, qui sont quand même des grosses machines, qui mettent en résidence comment on appelle ça, des designers, des scientifiques et leurs moyens pour chercher des nouveaux produits, des choses comme ça. Mais vous pouvez le faire à la toute petite échelle, en fait. Des fois, je pense que plus on est petit, plus on est libre, plus on invente, plus on peut faire des choses. Il y a un intervenant qui était là, je crois, ces jours-ci, là, qui s'appelle Samuel Thomasis, qui était là, c'est un jeune designer, qui fait des recherches à base d'algues. Puis il est plutôt breton, donc il s'est concentré sur son territoire, à base d'algues pour faire des nouveaux. Mais lui, il peut déjà sortir, je sais pas combien de brevets, ce mec. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc moi, j'ai voulu l'avoir dans mon expo, mais comme il a été pris à la Villa Noailles design, voilà, il pouvait pas être partout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dit, il y a des jeunes créateurs qui vont faire une réflexion, qui vont réfléchir et qui vont, faire de la recherche expérimentale pour faire un lieu et le fabriquer de leurs mains. Je dis, je vais essayer de me mettre au faire la même chose. C'est une chance incroyable, parce que nous, quand on est parti dans notre profession, dans notre métier, on est dans un espèce de tunnel où on doit produire, faire vivre notre société, tout ça. Donc en fait, on manque de temps pour réfléchir, pour penser et pour expérimenter. Donc on pense au temps où on était à l'école comme vous et on se dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais dû plus faire de choses, plus expérimenter, plus improviser des choses, parce qu'en fait, ce moment d'expérimentation est capital et fondamental. C'est ce qui va vous construire pour la suite. Donc soyez pas tout de suite des bons soldats, on s'en fout complètement. Je pense qu'il faut expérimenter, parce que dans l'expérimentation, vous allez trouver des choses. Et puis l'époque veut que, voilà, je pense que la donnée, elle a changé, quoi. Est-ce que je peux faire une brève incise? Oui, bien sûr. Avant que tu commences, mais tout ce que vient de dire François est tout à fait passionnant. Et je voulais juste rappeler, notamment pour ceux qui n'étaient pas avec nous, le 9 septembre à l'ouverture de Toulon, que on a mis cette école sous cet angle fort de l'éco-responsabilité, sustainability aussi, et que on l'a dit ce jour-là, la question c'est pourquoi le design, pourquoi l'espace, pourquoi on fait les choses. Et je pense que ça pose très fortement la question du sens des choses que l'on va produire. Il ne s'agit pas de dessiner des formes pour dessiner des formes. Enfin, on a toujours le droit de se faire plaisir. Tout est dans la question de la conscience qu'on a de ces actes. Ça pose la question aussi... Alors, la question du pouvoir, je la trouve vraiment très intéressante, parce qu'effectivement, comme le dit François, on a tous
une forme de pouvoir à partir du moment où on agit. Et donc, ça pose aussi la question de la responsabilité. Donc, entre responsabilité, sens et pouvoir, il y a une triangulation qui donne les moyens d'agir dans le bon sens, avec quelque chose qui fait sens pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la même vision des choses. Enfin, évidemment, ça peut donner lieu à des productions très diverses. Mais voilà. Donc c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en faisant le lien avec notre ambition pour cette nouvelle école à Toulon. Très bien, moi je pense que ceux qui ont, enfin les écoles ou l'enseignement aujourd'hui qui n'a pas cette notion-là dedans, moi je pense qu'ils sont voués à disparaître, mais c'est mon point de vue et je ne suis pas le seul à le partager. Ce que tu viens de dire aussi c'est important parce qu'en fait, j'ai presque un ton grave là. En fait, il y a aussi un truc qui est hyper important, enfin, au milieu de tout ça, sinon on ne ferait pas ça. Et si on est dans l'angoisse et de ce qu'il faudrait faire, on ne peut pas avancer. Il y a surtout une notion de plaisir, de plaisir de faire les choses, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, l'angoisse disparaît quand on pense à ces choses-là, quand on fait. Et quand on fait les choses avec plaisir. Alors le plaisir, c'est difficile toujours de l'avoir. La notion de joie et tout ça, c'est compliqué parce que voilà. Mais en fait, il faut être léger, expérimenter. Peu importe si vous ne trouvez rien. Moi, je pense quand on expérimente et tout, on trouve forcément quelque chose. Vous allez assembler des choses. Mais moi, comment j'ai vu les choses, je me dis, je pense que la première source d'inspiration, c'est la nature, quoi. Plutôt que de partir de sa feuille blanche en se disant, on va sauver l'humanité, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, c'est trop de responsabilité, à la limite, c'est trop, et c'est quasiment impossible. Et puis, faire basculer le cours de l'histoire, là, ça paraît difficile, bizarrement. Mais je pense que la seule chose qu'on peut faire là, dans un premier temps, c'est regarder la nature, se réconcilier avec la nature. On ne peut pas demander aux autres de le faire si nous, on ne le fait pas. Si nous, on n'a pas une discussion, un dialogue et tout ça. Damien Roger, qui passe sa vie dans les plantes, à regarder les plantes et tout ça, c'est inspirant de manière incroyable. C'est dingue, c'est évolutif, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des plantes qui se déplacent, qui bougent, qui refusent de pousser, d'autres qui poussent. Enfin, c'est complètement incroyable, quoi. C'est vivant, surtout. Voilà, c'est vivant. Et ça que je voulais vous dire aussi, et c'est le thème aussi de mon expo, j'y arrive. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on abandonne un monde pour un autre? On a un monde qui est sous plastique, et puis il y a un monde qui est vivant. Et en fait, ce qui est intéressant, si on veut sauver le vivant, il faut s'intéresser au vivant. Donc, il faut quelque chose de vivant, quoi. Donc, oui, c'est-à-dire que la matière est vivante, elle est vivante. Et pourquoi le vin nature est intéressant? Parce qu'il est vivant. Parce qu'en fait, il n'est pas stable, il est vivant. Et donc, comme il est vivant, il a une énergie incroyable. Je ne sais pas si vous buvez beaucoup de vin, mais... Alors, donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit... voilà. Alors... j'ai pas mes lunettes, là. Oui, en fait, l'idée de cette exposition... voilà. Alors ça, c'est vraiment le thème au départ, ce que je vous disais. Sortir du monde thermo-industriel qui épuise les ressources terrestres et humaines. Il est temps de repenser le mode de création, de production et de penser. Il est réconcilié avec la nature, à notre propre nature. La première réflexion, c'est de se dire, voilà, j'ai fait 5 petites parties comme ça, c'est de se dire, en fait, dès que l'homme s'arrête d'intervenir, la nature réinvestit les espaces comme une friche industrielle, la végétation reprend ses droits et recrée son écosystème. Parce qu'au début, je me suis dit, pour expliquer ce que j'ai envie de montrer, je vais parler de l'effondrement, de la fin du monde, et ça. Puis j'ai dit, non, ça va pas du tout là. J'essaye de faire un truc positif. Si je commence à les angoisser avec ça, ça va pas du tout le faire, quoi. Mais en fait, que la nature reprenne ses droits, c'est pas du tout angoissant, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt très bien. Ça veut dire que dès que l'homme arrête de tout tuer, de tout massacrer, de tout éradiquer, de tout bétonner, de tout glyphosater, la nature, elle reprend ses droits partout. On le voit bien dans les friches industrielles, dans les villes qui ont été abandonnées, même sur les sites à Tchernobyl, sur les suites machin. C'est bizarrement, et il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas passés avant. C'est absolument incroyable. Ça recrée tout le temps des écosystèmes. C'est un renouvellement de la vie permanente, absolument incroyable. Donc ça, c'est la première idée de mon expo. Et je trouve ça assez incroyable, quoi. Cette friche, cette abondance perpétuelle et sans arrêt, quoi. Dès que l'homme s'arrête d'intervenir, pouf, ça repart, quoi. Partout, on peut le voir partout, ça. Après, là, c'est 2 photos de l'expo.
La première, là, ce qu'on voit là ici, c'est un artiste là qui travaille justement avec le vivant, parce qu'en plus du parcours que j'ai voulu faire, et ce que j'ai voulu faire au niveau des mobiliers que j'ai créés, c'est-à-dire, on va le voir avec des matériaux simples, le moins transformé possible, le moins industriel possible. Après, je ne sais pas si je suis complètement arrivé, je ne suis pas un modèle, hein, j'ai juste mené, moi, ma petite réflexion. Mais j'ai aussi fait venir des artistes qui travaillent sur ce thème-là, c'est-à-dire, et là, c'est un artiste qui s'appelle Martin Belou, qui a une expo d'ailleurs qui commence au Palais de Tokyo lundi. Et lui, il travaille avec des champignons. Donc, en fait, c'est un espèce de champignon qui est à l'intérieur d'une espèce de carcasse qu'il a fait en laiton, vous allez dire. Donc, c'est pas tout à fait éco, tout ce que tu veux. Oui, forcément, mais ça peut être de la récupération, tout ça. Mais lui, c'est pas un écologiste. Il n'a pas de discours écologiste. Il travaille que avec des choses naturelles. Donc c'est des matières vivantes, et ces champignons évoluent au fur et à mesure de l'expo et tout ça. Et ça donne des trucs assez incroyables. Il les assemble sur des tiges en métal et ça. Et c'est un très beau travail, quoi. Voilà. Alors, regarder la nature, c'est regarder aussi les choses simples, quoi. C'est ça qui me plaît. Donc là, dans la deuxième scène, si vous voulez, c'est en dehors du fait que la nature, elle est abondante et tout ça, c'est le fait de se dire, en fait, comment regarder la nature, c'est regarder les choses simples. Moi, je trouve ce que j'ai fait, moi, et ce que j'ai d'ailleurs dans mon atelier, c'est plein de petits cailloux, de petits rochers, de petites branches d'arbres et tout ça. Et c'est ça qui m'inspire. Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est pas les trucs extraordinaires de la nature, des coquillages incroyables ou des coraux dingues ou des machins. Bon, il y a quelques plantes qui sont assez un peu exotiques, mais c'est de dire comment on peut regarder des choses simples. C'est apprendre à regarder et à re-regarder des choses très simples. Moi, c'est ça qui m'inspire. Parce qu'en fait, quand dans la nature, il y a plein de formes, il y a plein d'objets, il y a plein d'idées. Parce que ça, c'est aussi fait partie d'une réflexion où je me dis que notre monde industriel et les logiciels qu'on a eus pour dessiner et machin ont contraint la pensée. C'est-à-dire que je pense que tous les logiciels qu'on nous a vendus pour dessiner, qui étaient une aide à la conception, soi-disant, nous ont contraint des formes. On voit bien qu'à un moment donné, il y a des formes de l'époque. Et ces formes de l'époque, elles sont données par les outils qu'on nous a donnés, quoi. Donc je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, j'ai abandonné tout ça, j'ai repris la main. On a un petit atelier, on fait du plâtre, on fait de la terre, on fait des choses comme ça, pour repenser librement les choses, quoi, par rapport à la matière, et non pas par rapport à un logiciel qui va ensuite tailler de la matière en 3D et tout ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est de la perte d'énergie, c'est la perte de temps, c'est de la perte de... C'est la perte de savoir même, c'est la perte de connaissance. Ouais, c'est la perte de connaissance, quoi. Et peut-être qu'on a perdu connaissance dans cette époque-là et qu'il faut reprendre connaissance, qu'il faut se réinspirer de manière intuitive et libre. C'est-à-dire retourner à la nature, regarder et ensuite imaginer des choses. Parce qu'il y a tellement de beauté dans la nature que notre monde urbain et comment dire, oui, soi-disant civilisé, nous a ensevelis dans la pensée qui finalement, à mon avis, ne produit plus grand-chose là. Voilà. Vas-y, bien sûr. Je vais juste ajouter un petit détail. C'est vrai que la nature est économe, c'est-à-dire qu'elle recherche toujours le moyen le plus efficace et le plus économe en énergie, en matière, pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire aller chercher la lumière le plus haut possible, ou résister au choc. Je pense à la forme de l'œuf, par exemple. C'est-à-dire que la nature économise la matière et donc est un ingénieur surpuissant, quoi. C'est-à-dire que la génération des formes sont toujours liées à la gestion de ce qui est disponible, l'eau, la lumière et la matière. C'est tout à fait ça. Damien pourrait nous en parler pendant des heures. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est hyper inspirant, c'est hyper positif, c'est hyper inspirant. Comme on voit comment elle se régénère en permanence, quand ses propres déchets servent à ralimenter son terreau qui va l'aider à pousser. Enfin, c'est inspirant pour nous. C'est-à-dire que nous, en fait, on consomme du plastique, de l'eau dans du plastique. Merci quand même pour l'eau. Non, mais... On est là-dedans, mais on ne va pas se culpabiliser, on ne va pas se fouetter. On a ça aujourd'hui, comment on fait pour en sortir? Donc c'est vos générations maintenant qui vont inventer un contenant qui, quand on va le poser dans la nature, il va
ressourcer la nature. Il va venir de la nature. Donc quand on va le reposer dedans, ils vont réalimenter la nature. Ça va créer un champignon, ça va créer quelque chose. C'est ce que plein d'endroits dans le monde commencent à chercher. Donc je vous conseille d'y participer. C'est une réflexion incroyable et géniale, vraiment géniale. Donc effectivement, la nature, c'est source de bonheur absolu et d'énergie folle. C'est une énergie, en fait, de dingue. Vraiment de dingue. Hein. Dis quelque chose. Voilà. Donc, après, si vous voulez, nous, on est des créateurs. Moi, je suis parti de là, et puis j'ai fait divaguer ma pensée, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe là? D'un côté, j'ai des étagères où j'expose, en fait, comme une espèce de catalogue de mon abécédaire, ce qui me permet de réfléchir, de créer tout ça. Et d'un autre côté, j'ai invité quelqu'un que j'ai trouvé par les moyens d'aujourd'hui, donc tout n'est pas mauvais dans ce système-là, sur Instagram, un artiste français qui vit à côté de Cadaqués, qui s'est mis très tard sur le truc, qui fait plutôt du yoga, c'est un espèce de mec assez perché, et qui fait des mobiles, des suspensions, ou des choses qui bougent dans le temps, qui bougent dans l'espace, pardon, avec le vent, avec juste du bambou et de la terre. Donc les boules sont en terre cuite, c'est du grès, et c'est du bambou qui est taillé, qui n'est pas teinté, mais qui laisse vieillir naturellement dans le truc. Et le reste, c'est des fils de pêche spéciales, et il tend ces formes-là. Donc il y a une espèce de tension et de légèreté. Ça fait 4 mètres de haut, c'est assez incroyable. Quand il y a un petit courant d'air, ça bouge tout seul, et ça tourne autour de cet axe-là. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est exactement... Et là, je me dis, le mec, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il arrive à créer de l'espace, de la forme, de la puissance et une énergie incroyable avec 2 matériaux ultra simples. Mais vraiment ultra simples. Donc en fait, ce n'est pas les matériaux qui font la modernité. C'est pas parce qu'on fait du plastique que c'est moderne. Et le plastique, ce ne sera plus du tout moderne. Ça l'est plus du tout aujourd'hui. Ça va être catastrophique. C'est catastrophique. Donc ça va être complètement à boycotter, quoi. Donc, et comment on peut faire? Comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on faisait des maisons avec la terre et la pierre locale, on construisait des maisons, on construisait avec le petit charpentier local qui allait chercher des oliviers ou des chênes, tout ça, et qui faisait du mobilier sur place. Donc ça se faisait dans un écosystème, tout le monde vivait sa vie avec ça, ça avait du sens. Esthétiquement, ça avait du sens, c'est-à-dire qu'un pays méditerranéen utilisait la pierre, tel bois. Au Japon, ils utilisaient telle pierre, tel bois et telle autre chose. Et chacun avait sa spécificité. Le fait de déplacements et des trucs, il y a eu un intérêt, culturel, des échanges et tout ça. D'ailleurs, qui a toujours eu lieu sur la planète. Mais ça s'est tellement accéléré, c'est-à-dire qu'on a accès à tout partout. Et de pouvoir acheter des chaussures japonaises, un téléphone là, un truc là, et même nous, on ne sait même plus d'où viennent les ressources, on ne sait même plus avec quoi on travaille, on ne sait même plus ce qu'on fait, donc il n'y a plus rien, quoi. Et le fait de repenser local, c'est pas rétrograde, c'est juste pour sauver, de toute façon on n'en a pas le choix, donc là aujourd'hui c'est comment on va faire pour moins consommer d'énergie, et voilà, et donc moins consommer d'énergie, c'est comment on peut créer dans cette chose-là, quoi. Donc après, je voulais faire quelque chose sur l'eau, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un espèce de petit parcours, je me suis fait un petit thème comme ça. Et l'eau, effectivement, l'eau, c'est la vie. Et sans eau, il n'y a plus grand-chose, quoi. Voilà. Donc en fait, quand on regarde bien, quand on s'intéresse à ça, l'eau, c'est un truc absolument incroyable. Il y a une mémoire de l'eau. Il y a une mémoire de l'eau à plein de niveaux différents, puisqu'il y a une mémoire de l'eau, elle garde les endroits où elles sont passées, y compris les endroits pas forcément naturels pour elle, c'est-à-dire que si elle passe dans du plastique, elle va garder la mémoire du plastique de manière plus ou moins nocive pour nous, mais aussi elle garde l'énergie. Alors si vous regardez, il y a des tests qui ont été faits, aussi, suivant suivant ce qu'on impacte comme message à l'eau, il y a un scientifique qui a pris de l'eau et qui a de 3 eaux différents, enfin 3 bocals différents, et qui a donné des messages différents. Il y en a un qui il a engueulé l'eau, il a insulté et tout ça. L'autre, il l'a apaisé. L'autre, il a mis la musique classique. Il y a eu des expériences comme ça. Il a analysé les molécules d'eau. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire que l'eau ne se met pas de la même manière. C'est absolument incroyable. Les larmes aussi, j'ai vu ça l'autre jour, on a analysé les larmes, c'est-à-dire les larmes de rire, les larmes de pleurs, les larmes
de tristesse ou d'abandon, quand on regarde au microscope, c'est pas la même chose. Les molécules ne se mettent pas de la même manière. Ça semble pas de la même manière. Ça dit pas la même chose. On est chargé à 60% d'eau. Donc imaginez quand on vous insulte toute la journée ce que ça fait à votre corps en dehors du cerveau. Et donc la matière garde cette mémoire-là. Donc en dehors en plus de nous, comment dire, de nous nourrir, parce qu'on a besoin de l'eau partout, partout, pour produire tout, quoi. En plus, cette eau a une mémoire. Donc c'est pour dire que dans les sujets naturels, il y a des sujets dans les sujets, c'est abondant, c'est incroyablement abondant, quoi. Et donc là, ce qui m'intéressait aussi, c'était la mousse, parce que la mousse, en fait, joue un rôle majeur dans, comment dire, dans la nature, pour plein de raisons. Mais ça, Damien connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Mais c'est incroyable, quoi, parce qu'il y a de la mousse qui passe en surface, il y a de la mousse qui passe en dessous. On s'est aperçu qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est loin de la connaissance de la nature, on s'est aperçu que les arbres dialoguaient entre eux, se donner des informations, comme les animaux. C'est-à-dire que quand il y a un arbre qui a un problème, il peut être aidé par les autres arbres, c'est ça. Donc on apprend tout le temps des choses, quoi. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration et incroyable, quoi. Voilà. Donc là, l'idée de cette petite scénette, c'était de dire, il y a l'eau, faire une douche le plus simple possible, sans dépenser trop de moyens. Et là, j'ai demandé à quelqu'un, un designer qui avait gagné un prix, qui avait gagné le prix il y a 3 ou 5 ans, qui s'appelle Sami Rio, qui est en résidence d'ailleurs à la Fondation Luma, et qui fait de la recherche sur les bambous et tout. C'est un designer ultra intéressant. Lui, il fait que ça. Voilà. Donc c'est un des rares mecs que je connaisse. Il y en a quand même pas mal, mais voilà, en France, qui fait vraiment que ça, lui, qui est fondamental. Il fait de la recherche vraiment fondamentale là-dessus. Bon, il a la chance d'être entré chez Luma, il a aussi une résidence à Kyoto, mais c'est hyper intéressant. Lui, il ne travaille qu'avec le bambou, qu'à la matière naturelle, et il fait des assemblages un peu à la Renzo Piano et tout ça. Sami Rio. Donc il a accepté très gentiment de nous faire une douche. Bon, il était entre 2 résidences, donc il nous a fait un objet très simple parce qu'il ne pouvait pas y participer, parce que on voit pas là, c'est des assemblages assez simples, mais il fait des assemblages très sophistiqués, quoi. Il arrive à faire des choses absolument incroyables en coupant le bambou, en le coupant, le fendant, le pliant. Enfin, il fait de la recherche infinie avec un matériau très simple, vraiment hyper basique, mais qui est ultra résistant en fait, quoi. Et du coup, ça donne un truc très moderne par rapport à ça. Ça donne pas un truc, quelque chose de rustique et tout ça. Donc c'est aussi pour vous dire qu'on peut faire des choses extrêmement modernes avec une matière naturelle, quoi. C'est pas forcément baba, quoi. Ouais, je veux dire. Ça, c'est la petite scène. Je voulais dire aussi que dans notre monde de pensée, on fait que courir, on fait que s'agiter. Donc en fait, ce qui est important aussi, on est sollicité tout le temps par l'image, par le son, et partout. Donc aussi, ce qui est important, c'est des fois de ne pas faire grand-chose et de rien faire, quoi. Parce que quand on fait rien, le cerveau se régénère, quoi. Le cerveau se réalimente, ça fait une sorte de reset. Et c'est là où on peut réimaginer des choses, quoi. C'est ça, l'esprit est comme les plantes, quand on le laisse libre, il vagabonde. Renouer avec les bienfaits de la position allongée à ne rien faire. C'est là qu'on travaille intérieurement, sous la surface. C'était une petite ode à la sieste, à la fainéantise et à la Méditerranée, voilà. Mais on peut faire ça partout. Et en fait, à force de s'agiter et tout ça, plus on s'agite, plus on consomme. Plus on s'agite, plus on stresse. Plus on stresse, plus on doit consommer. Et quand on fait la machine arrière, en fait, on a besoin de moins de choses, quoi. Voilà. Donc là, du coup, on a chaque fois essayé de mettre en place je vous ai pas trop montré, mais à l'entrée de mon expo, on a fait des paravents en terre cuite, on a fait une grande table en plâtre avec des piétements en bois. Je vous conseille de regarder les images. Je vous ai pas fait un déroulé complètement de tout, parce que c'est l'expérimentation, c'est pas forcément à faire, mais c'est pour dire qu'avec des matériaux simples, on peut faire des choses, quoi, et on peut les assembler de plein de manières différentes.
Et comment dire, là, j'ai parlé avec la maison Drucker qui fait du rotin et je voulais faire des choses que totalement en rotin avec de l'éclisse de rotin naturel et pas de l'éclisse plastique. La table blanche, c'est de la lave émaillée. La petite table en bronze qu'on voit à droite, c'est du bronze. Alors on me dit, le bronze, ça consomme, il faut des fours et tout ça. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est une jeune marque qui s'appelle Maison Intègre, qui a édité 2 pièces, là, on avait 2 pièces ensemble, une table et cette petite tabouret. Mais en fait, elle fait faire ça en Afrique. Mais en fait, on peut faire ça demain, boulevard Raspail ou à Toulon. Parce qu'en fait, il faut regarder sur son site, c'est assez rigolo. En fait, ils recyclent des robinetteries laiton cuivre, ils les font cuire avec un feu dans la cour de... Ça, c'est assez incroyable. Ils fondent donc ces robinets. Ils obtiennent une sorte de fonte. C'est pas une fonte tout à fait classique, mais elle est hyper intéressante. Et là, ils font des moules avec de la cire perdue. Je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais la coque pour tenir les moules, c'est de la terre mélangée avec du crottin de cheval. Donc c'est vraiment avec les matériaux hyper locaux. Et ils coulent ce résidu-là. Donc en fait, comme c'est des moules qui ne sont pas très stables, qui ne tiennent pas bien, du coup, les formes sont assez molles et tout. Et du coup, c'est hyper intéressant. Même si on dessine un truc, un rond droit, il va sortir un peu comme ça. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses assez sophistiquées tout en mettant en œuvre des moyens qui ne sont pas des moyens industriels très compliqués, quoi. Et puis il y a des gens d'ailleurs qui ont fait, j'ai appris ça après coup, qui m'ont contacté. Il y a des jeunes gens qui étaient dans des écoles comme vous aux Beaux-Arts, qui ont fait des stages en Afrique et qui ont appris à faire ces techniques qui sont vraiment... c'est l'âge du bronze, hein, on revient à l'Antiquité. Et du coup, qui ont fait des pièces d'art et des pièces de mobilier, comme ça, avec ces techniques-là, et qui ont fait des fours chez eux, dans leur jardin de leurs parents, quoi. C'est absolument incroyable. Là, l'utopie frugale, c'est le titre un peu de cette conférence, mais c'est aussi le titre de la dernière pièce que j'ai fait, qui est un peu la plus compliquée à faire et la plus périlleuse, si vous voulez. Mais le truc, c'est que je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui nous assemble, qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qui nous rassemble aussi tous, c'est aussi de cuisiner, de partager, d'échanger de la nourriture vivante, énergétique et bienfaisante. Et se nourrir de produits locaux, de saison, sans aucune chimie, de vin vivant, de joie et d'amour, c'est essentiel. Donc comment on peut... J'ai réfléchi à une pièce qui pouvait nous rassembler autour de... qui pourrait rassembler tout ça. Donc j'imaginais, pour moi c'était évident qu'il fallait faire une pièce en terre. Et je suis allé voir la poterie Ravel, qui était partenaire de la Villa Noailles, et j'ai dit j'aimerais bien faire une pièce, une table en terre, voilà, une espèce de grande table où on peut tout faire dessus, qui fait 3 mètres par 2 mètres et tout ça. Et ils m'ont dit, ah mais non, franchement on fait pas ça, on peut pas cuire ça, ça va pas tenir, ça va casser, tout ça. Mais dis, si tu veux, on te donne de la terre et tu fais ça en terre crue. La terre crue, c'est quoi? C'est comme on voit là là à droite, c'est le mur qui est là-bas, c'est de la terre qui est pas cuite, hein, tout simplement. Donc on prend de la terre, on la laisse sécher, voilà. Mais ça a une résistance qui est toute petite, quoi. Donc dès qu'on la touche, dès qu'on a un choc, elle se casse. Mais pour des maisons, pour des murs, structurellement, c'est assez intéressant. Pour des objets, c'est assez fragile. Et pour une table, voilà. Mais je me suis dit, bon, si j'ai pas le choix, je fais ça. J'ai réinsisté auprès d'eux. Ils m'ont dit, écoute, on n'est pas sûr, mais si tu veux, on essaye. Voilà, parce que effectivement, je ne sais pas si vous connaissez la terre et la céramique. Effectivement, quand on cuit des grandes surfaces et surtout plates, il y a des risques de casse. Les risques de casse, c'est quoi? C'est parce qu'il y a de l'eau ou de l'air dedans. Donc, s'il y a une bulle d'air, ça pète. Et plus ces surfaces sont grandes et sont plates, moins elles se tiennent, plus elles se tordent. Donc, c'était quasiment impossible de faire ça. Mais je me suis dit, moi, je m'en fous si c'est tordu, s'il y a des fissures. S'il y a des fissures, on mettra de la terre, on fera pousser de l'herbe dedans. Je m'en fous. Allons jusqu'au bout de l'expérience, puisqu'on est dans un truc expérimental. C'est peut-être que les erreurs, ça va donner quelque chose. Donc, on est parti là-dessus. On a fait un gabarit. J'étais chez eux. On a fait ça avec un gars de chez eux. En fait, effectivement, la technique, c'est qu'il a bien appuyé la terre pour bien faire sortir toutes les bulles d'air. Donc, on a tout tapé.
Et après, il a raclé tout. J'ai dit, c'est un peu dommage parce que comme on avait étalé tout avec la main, c'était hyper beau, quoi. Il y avait un truc qui était très bosselé, qui était hyper intéressant. Et quand il a tout raclé, bah, c'était plat. Je dis, ah merde, c'est pas génial. Mais en fait, et après, une fois qu'on a tout raclé, c'était en fait pour enlever l'air potentiel dans les plaques. Mais ensuite, on a refait, du coup, j'ai retouché la terre. Et là, c'est là où ça m'est venu vraiment, et j'ai eu une transformation. Pour moi, c'est que je me suis dit, waouh, putain, c'est incroyable. La terre, elle était donc humide. Et c'est comme si j'avais imaginé cette table-là. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire là, mais j'y crois à ça, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais transmis l'idée au matériau que j'utilisais, et qu'à un moment donné, le matériau, il parlait pour moi, quoi. C'est-à-dire, il me disait ce que j'avais à faire. Ça vous paraît un peu... mais j'avais pas pris de drogue, je vous assure. Hein. Ni la veille, ça. Donc, ça me dit, ça avait comme une espèce de résonance. C'est comme s'il me disait, ben tiens... c'est comme s'il me guidait. C'est comme si le matériau me guidait dans ce que j'avais à faire, quoi. Donc, c'est assez incroyable, quoi. Et je me suis dit, waouh. En fait, là, c'est pas que des mots, quoi. C'est-à-dire que quand on travaille avec l'énergie de la Terre, il y a vraiment de l'énergie de la Terre, quoi. C'est dingue, mais c'est fou, quoi. C'est fou. J'avais déjà travaillé la Terre, mais là, mais ça a vraiment été un choc pour moi, quoi. Vraiment un choc. Le soir, c'était comme un truc méditatif, quoi. C'est-à-dire que c'était assez physique, mais franchement, j'étais pas fatigué et j'avais imaginé des choses et puis j'en ai réimaginé d'autres. Donc là, je vais vous montrer, on a fait un endroit pour cuire. On a fait un endroit pour laver les légumes et j'ai fait des assiettes. Donc tout peut être dedans. Quand la terre était, j'ai pas les photos là, c'est dommage, mais quand la terre était crue, cette plaque était mouillée, c'était foncé. Waouh, c'était incroyable. La beauté de la matière est totalement folle, quoi. Mais après, on a décidé de le sécher, de le cuire. Et voilà. Donc là, c'est une des images. Et j'avais imaginé de faire un presse-citron. Mais ça c'est vraiment ça que j'ai fait sur place, mais ça m'est venu comme ça. Alors, vous allez dire, c'est l'inspiration, c'est la créativité. Oui, je crois à ça, mais il y a aussi un dialogue avec le matériau qu'on touche, quoi. Et les matériaux industriels ont zéro énergie, quoi. Les matériaux industriels ont il y a zéro énergie. Un matériau naturel a de l'énergie. Quand on pose la main dessus, nous-mêmes, nous sommes de l'énergie, quoi. Il y a de l'énergie dans les lieux, il y a de l'énergie dans les hommes, il y a de l'énergie dans les endroits, et il y a de l'énergie dans la matière. Qu'on y croit ou non, c'est comme ça, quoi. Ça se mesure, ça s'apprécie. Et donc là, je me suis dit, mais non, je ne vais pas faire le presse-citron sur le côté. Je sais pas pourquoi, d'un coup, je l'ai vu en plein milieu, je l'ai fait. Et voilà. Et puis tout était évident, ça a coulé de source comme ça. Alors après, on a coupé la table en plusieurs morceaux parce qu'ils m'ont dit, en le transportant, ça va se casser, ça va se rompre. Donc il vaut mieux faire des pièces comme un pulse comme ça. Mais ils m'ont dit, il y a de grandes chances que ça casse, quoi. Et rien n'a cassé. Rien n'a cassé, il n'y a aucun bout qui a été cassé. Alors en séchant, les bouts, ils s'adaptent un tout petit peu. Donc on a coupé en plusieurs bouts comme ça, comme une espèce de pulse. On a dessiné ça comme un truc. Là, ce qu'on voit là-haut, là, c'est le cratère. En fait, c'est un foyer. C'est pour faire un feu, donc c'est pour cuisiner. Ça, c'est un lavabo. Ça, c'est presse-citron. Et ça, c'est le robinet. Qui n'est pas tout à fait réussi, mais bon, ça sera à refaire. Mais l'idée, c'était de dire, il y a des herbes aromatiques dessus, on fait pousser des choses, parce que j'ai une cuisine comme ça dans le sud avec plein de pots et tout ça. Mais là, c'est pas assez généreux, c'est un peu kiki, mais voilà, c'est une expérience, je vous le dis, je le répète. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on a tout sur la même pièce, on cuisine, on boit un coup avec les copains, et ensuite on mange. Et là, il y a des assiettes qui sont dans la table. Et puis quand on a fini de manger, on met un jet d'eau, hop, c'est bon, c'est terminé, voilà. Donc il y a le moins d'utilisation de matériaux possible, le plus simplement possible, et puis ça crée un truc. Mais en fait, j'ai adoré faire cette table, j'ai adoré la réflexion avec ça, j'ai adoré la collaboration avec ces gens-là, mais le résultat, c'est rare que je sois assez content, moi, de ce que je fais.
Mais là, j'étais très content. J'étais très content parce que ça dépassait ce que j'avais imaginé. Et c'est comme si ça vivait sa propre vie. C'est comme si ça avait une énergie propre, quoi. Et c'est une table qui vit sa vie maintenant. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais ça m'a complètement rassuré par rapport à ce que je pensais du métier, enfin de ce que je pouvais faire dans le métier. Et c'est par rapport à ça, c'est par rapport à cette table-là, vraiment que je me suis dit, j'arrête mon métier, moi. Je ne veux plus faire d'appartements, d'hôtels et tout ça, ça me gonfle tout à fait. C'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'intéresse, c'est réunir la pensée, l'énergie, la nature et d'imaginer quelque chose. Voilà. Donc j'ai décidé, après ça, c'est bizarre, de céder ma boîte aux gens qui travaillent avec moi, de leur donner, ils montent leur propre truc. Et en fait, je vais travailler pour eux de temps en temps, je leur donnerai du conseil s'ils veulent. Mais moi, je me mets sur une autre voie de réflexion et tout ça. Voilà. Donc, parce que j'ai pas envie de dessiner des hôtels qui, pour moi, ou des appartements qui sont complètement en décalage de ce que l'époque veut. Et l'époque, elle est hyper inspirante, elle est fondamentale. Là. Elle est fondamentale. Et on a besoin de pensée et de réflexion inspirante et joyeuse et gaie et voilà, qui donne des opportunités. Voilà.